Retour sur le plateau de Tandem TV et c'est un plaisir de recevoir Claude Moniquet. Claude Moniquet, vous êtes expert dans le renseignement, vous avez été vous-même très actif dans le renseignement, vous êtes expert aussi en contre-terrorisme. Vous vivez en Belgique, finalement, c'est peut-être un lieu accueillant pour ce genre d'expertise, puisque on parle de la Belgique comme d'un narco-État et finalement on sait combien le trafic de drogue et le terrorisme parfois se trouvent de grandes affinités. Alors donc ma première question d'abord, c'est vraiment sur l'actualité, parce que il y a quelque chose qui nous a interpellés ici en Israël, cet attentat de Moscou, avec donc ces djihadistes qui, soit du Tadjikistan, soit d'ailleurs, finalement se réclament de l'État islamique et finalement ont commis cet attentat, ont été arrêtés. Et même s'il a eu du mal, Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, reconnaît que c'est un attentat islamiste. Alors, est-ce qu'on a tort, nous, ici en Israël, de faire le lien entre ce qui s'est passé il y a 172 jours, donc le 7 octobre, et cet attentat-là, et les menaces qui semblent donc concerner l'Europe entière, qui se retrouve en situation d'alerte maximale? Claude Moniquet. Non, vous n'avez pas tort de faire ce parallèle. Il faut être conscient du fait, il peut y avoir des problèmes et des questions locales. Par exemple, si l'État islamique au Khorasan, le IK, a attaqué la Russie vendredi soir, c'est en partie parce que cette organisation tente de s'implanter, ou plutôt de consolider ses positions en Asie centrale, et que le gendarme de la Russie, et que le gendarme de l'Asie centrale, c'est la Russie. Donc ils sont en choc frontal avec Moscou. Quand le Hamas a commis les épouvantables massacres, le pogrom du 7 octobre, ils se rattachent à ce qu'ils appellent dans leur discours la lutte de libération de la Palestine. C'est un problème local, mais derrière ces deux problèmes locaux, le problème de l'Asie centrale d'un côté, celui de la question israélo-palestinienne de l'autre, il y a effectivement une très grande connexion, une très grande complicité idéologique entre ces organisations, dans le sens où elles appartiennent toutes les deux à ce qu'on peut appeler globalement, on entrera peut-être dans les détails plus tard, la mouvance islamiste armée. Et une mouvance islamiste armée qui nous menace tous, qui menace Israël, qui menace aujourd'hui la Russie, qui menace la France, l'Europe, qui menace aussi d'ailleurs les régimes arabes sunnites modérés. Qui eux-mêmes sont en guerre contre l'islam radical. Donc nous avons un ennemi commun, et cet ennemi commun, il faut le nommer, et c'est effectivement l'islamisme radical. Alors, avant de vous poser la deuxième question, d'abord, je voudrais vous présenter les chroniqueurs. Donc à ma droite, honneur oblige, Rachel Twitou. Bonsoir, bonjour. Et à ma gauche, notre chroniqueur habituel, guide, historien et Jérôme Haas. Bonsoir, monsieur Moniquet. Oui, deuxième question, Claude Moniquet. Donc, après, finalement, l'identification qu'il puisse y avoir cette affinité entre le 7 octobre et ce qui semble se préparer et se passer en Europe. Est-ce que vous pensez que les menaces sont avérées, que les événements à venir en Europe, mais aussi bien évidemment dans cette région du Proche et Moyen-Orient, eh bien c'est le signal que on n'en a pas fini? Et est-ce que ça serait lié à cette guerre que nous menons avec le Hamas et le Hezbollah et les Houthis? Nous sommes très loin d'en avoir terminé. La guerre que l'islam radical mène contre Israël d'une part, contre les États-Unis, contre l'Occident, et je le répète, contre certains régimes arabes ou dans des pays d'Afrique, est un conflit qui s'inscrit dans la durée longue et qui durera encore certainement des décennies. Je veux dire, on est très 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 loin d'en avoir fini. Du reste, si on prend le cas de la France, qui est mon pays,
on parle toujours de la résurgence, de la menace. Parfois, on présente ça comme étant quelque chose presque d'un peu surprenant. Ça n'a rien de surprenant. Ça fait 40 ans que la France est confrontée directement à l'islam radical et au terrorisme islamiste. Ça a commencé avec les événements d'Algérie en 1994, 93-94, à l'époque où en Algérie, on enlevait, on assassinait des Français, à l'époque où le GIA avait détourné l'Airbus entre Alger et Paris pour le jeter sur la capitale, et ça n'a jamais cessé depuis, et ça ne cessera pas pendant des décennies. En fait, ça ne cessera pas tant que les problèmes internes à l'islam, la confrontation entre ceux qui veulent un islam apaisé, modéré, une religion normale, et ceux qui veulent en faire un outil politique, un outil de domination, tant que cet affrontement continuera. Et c'est très loin d'être réglé. Jérôme ? Tout à fait. Oui, pourquoi est-ce que les politiques, notamment en France, ont autant de mal à appeler islamistes les attentats qui sont commis par ces extrémistes religieux ? Alors, il faut être honnête, nos politiques en France ont beaucoup moins de mal à appeler ces attentats islamistes que n'en a eu M. Poutine. Hein. Je veux dire, il a eu beaucoup plus de mal que nous. Maintenant, non, je ne pense pas qu'il y ait vraiment ce problème. Il y a des divergences sur la manière dont il faut affronter la question. Et les gouvernements de droite et de gauche qui se sont succédés en France depuis 30 ans n'ont pas toujours fait preuve de beaucoup de clairvoyance. Mais si on prend, je ne suis pas l'avocat de M. Macron, mais si on prend Emmanuel Macron, c'est sous sa présidence qu'on a par exemple voté la loi sur le séparatisme, qui est essentielle. Tous les pays européens sont d'accord pour lutter contre l'islam radical armé, contre le djihadisme, contre le terrorisme, mais la France est le seul pays à ce jour en Europe qui assume le fait de lutter clairement, publiquement, judiciairement contre l'islam radical politique. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Parce que je vous pose cette question, on a le sentiment que certains politiques sont très frileux des banlieues qui pourraient exploser sous prétexte religieux, sous prétexte de soutien trop marqué de la France à Israël, et que quelque part, le gouvernement actuel, le président, cherche à acheter une forme de paix sociale avec ces banlieues en cachant, en minimisant une certaine vérité sur cet extrémisme religieux. Alors ça, c'est un autre problème, et là, je vous rejoins. Il y a effectivement dans certains cercles politiques, qui sont clairement identifiés, hein, qui sont plutôt, moi je fais pas de politique, mais ce sont plutôt les cercles de gauche, les écologistes et l'extrême gauche. Il y a beaucoup de difficultés avec cette question israélo-palestinienne pour deux questions. Une des questions, c'est effectivement la difficulté à nommer les choses pour ne pas s'aliéner certaines parties de la population. C'est un calcul électoraliste, c'est aussi un calcul qui vise sans doute à tenter de calmer la rue. Et puis, bien sûr, il y a des a priori idéologiques qui sont, entre guillemets, plus honnêtes. Il n'y a pas de calcul électoraliste derrière ces calculs politiques, mais qui sont regrettables et qui font qu'effectivement, la gauche et l'extrême gauche aujourd'hui, enfin, surtout l'extrême gauche, et les écologistes sont clairement ce qu'on peut appeler des pro-palestiniens. Rachel Toutou ? Alors moi, j'ai une question un peu plus globale à vous poser concernant plus dans le contexte européen. Je me pose la question, et je pense que beaucoup d'entre nous se posent la même question. Pourquoi est-ce que l'État islamique a visé Moscou, visé la Russie, en sachant la position de Vladimir Poutine aujourd'hui, de son positionnement chinois, iranien, et surtout, est-ce que cela ne va pas plutôt provoquer une espèce d'escalade par rapport à l'Ukraine aussi, un prétexte pour finalement faire une escalade dans la violence, et surtout qu'il a déclaré que la Russie est en guerre, chose qu'il n'a pas dit jusque maintenant. Mais ces islamistes radicaux, il y a deux branches dans l'islam radical. Il y a la branche sunnite qui est majoritaire et la branche chiite qui s'incarne avec l'Iran, qui elle pratique un terrorisme d'État, et derrière avec l'Iran qui a ses outils comme Hezbollah au Liban. Mais le terrorisme sunnite est en guerre également avec l'Iran. La même organisation EIK, il y a quelques semaines, a massacré plus d'une centaine d'Iraniens dans une cérémonie funéraire en Iran.
Donc, et en l'occurrence, pour répondre précisément à votre question, le IK, donc l'État islamique au Khorasan, est aujourd'hui la branche la plus active, internationalement en tout cas, de l'État islamique, de la mouvance globale État islamique. Elle est beaucoup plus active à l'international que ne le sont les autres vilayats. Les vilayats, ce sont les provinces, entre guillemets, qu'avait créé l'État islamique du temps de sa splendeur quand il avait son califat entre Mossoul et Raqqa. Il y en a une en Afrique de l'Ouest, il y en a en Afrique de l'Est, il y en a dans la péninsule arabique, il y en a au Sahel, il y en a en Asie du Sud-Est, mais la plus active au point de vue international, c'est le IK. Et pour le IK, donc le IK tente de s'implanter, ou plus exactement de conforter ses positions en Asie centrale. Elle pousse jusqu'en Iran, puisque le Khorasan, en fait, c'est une référence à une ancienne province perse qui s'étendait de l'Iran à l'Afghanistan en passant par le Pakistan et l'Asie centrale. Donc, c'est un combat à la fois islamiste et internationaliste pour rassembler une espèce de communauté sunnite mythique, pure, qui serait entièrement dévolue au djihad. Et à partir de ce moment-là, le fait que M. Poutine se considère comme le leader du Sud global ou un des leaders du Sud global, qu'il soit pro-iranien, qu'il soit pro-chinois, ces gens n'en ont absolument rien à faire. Ça n'entre pas dans leur spectre de vision et dans leur spectre d'analyse. Sauf que nous avons là un floutage absolu. La Russie se trouve au Liban, donc au contact du Hezbollah, en accord avec l'Iran. Le Daesh, donc, est ce mouvement islamiste sunnite qui a combattu, et vous l'avez rappelé très justement, et qui a été combattu par les Russes, donc, dans cette guerre menée en Syrie jusqu'en Irak. Et puis, dans le même temps, on voit que le Hamas, donc, frériste, né des frères musulmans, finalement, se retrouve à Téhéran avec des visites, des honneurs qui lui sont faits. Donc on voit qu'il y a un floutage quand même. Est-ce qu'on n'a pas affaire quand même à une mouvance islamiste qui s'attaque principalement quand même à l'Occident? Oui et non. Oui, il y a des intérêts communs. On l'a très bien vu le 7 octobre, et dans les jours et les semaines et encore aujourd'hui, où le Hamas et le Hezbollah, que tout oppose idéologiquement, se retrouvent la main dans la main. Ça date d'il y a une vingtaine d'années, quand une série de dirigeants du Hamas avaient été expulsés vers le Liban et ont été pris en charge par le Hezbollah. Puis il y a eu des accords qui se sont faits. C'est le Hezbollah qui a appris au Hamas la technique des attentats suicides, puisque c'est le Hezbollah qui a importé les attentats suicides dans les années 80 déjà au Moyen-Orient, où cette pratique était assez peu connue, assez peu pratiquée. Donc l'Iran, par ailleurs, il faut aussi tenir compte du fait que si on prend le monde musulman dans son ensemble et l'islamisme politique dans son ensemble, ces deux facettes, ces deux faces, sunnites d'un côté, chiites de l'autre, il y a un seul vrai succès de cette mouvance mondiale à ce jour, c'est la révolution islamique iranienne de 1979. Il n'y en a pas d'autre. Le califat d'al-Baghdadi en Irak et en Syrie a fonctionné pendant 3 ans, puis a été écrasé sous les tapis de bombes occidentaux et russes. Mais vous savez beaucoup mieux que moi que le Moyen-Orient est une région extrêmement compliquée. Et tout ce que vous venez de dire sur la présence de la Russie au Liban et surtout en Syrie est exact. Mais en même temps, quand la Russie aujourd'hui est le grand protecteur militaire de la Syrie, mais quand presque chaque nuit, Tsahal bombarde la Syrie, est-ce que les Russes s'y opposent? Ils s'y opposent pas. Ils laissent faire. Ils pourraient, ils ont des moyens antiaériens, mais ils ne font rien. Ils laissent faire. Donc, on voit qu'il y a une ambiguïté. Est-ce que c'est un jeu de dupes? Est-ce que les Russes essaient de se servir des islamistes qui en même temps se disent, on va, nous, essayer de se servir des Russes? Ça, je ne sais pas et personne ne le sait. C'est sans doute une partie de la vérité. Mais c'est un jeu complexe, extrêmement complexe, avec des joueurs, d'une part, moyen-orientaux, islamistes, qui sont des gens qui ont une mentalité compliquée, et les Russes, d'autre part, qui ne sont pas simples. Je vous rappelle les paroles de Churchill, qui disait il y a presque un siècle que le Kremlin était une énigme enveloppée dans un mystère, et ça n'a pas changé.
Et oui, effectivement, il y a d'ailleurs, on le voit dans la façon dont la Russie a déplacé les milices Wagner, qui de l'Ukraine et Biélorussie, également donc en Libye. Et maintenant sur le continent africain, on voit bien que la Russie est un petit peu aussi parfois, dans certains endroits, concurrente de l'Iran. C'est une manière peut-être de vouloir freiner un petit peu les appétits iraniens. En tous les cas, il semblerait que cette hypothèse puisse tenir. Maintenant, la question c'est... on voit bien qu'il y a un axe. Alors, c'était un ancien secrétaire d'État sous George Walker Bush qui disait, Dick Cheney, qui disait, mais le centre nerveux de l'Europe s'est déplacé de l'Ouest à plus à l'Est. Et il disait ça comme si maintenant les interlocuteurs ne devaient plus être la France et j'allais dire l'Allemagne, mais peut-être se déplacer davantage encore plus à l'Est, donc j'imagine la Russie. Est-ce que véritablement aujourd'hui, en Europe, avec l'axe Russie, Chine, Iran, a-t-on affaire aujourd'hui à un axe du bien, un axe du mal? Est-ce que c'est aussi clair que ça? Et quel rôle joue dans cette configuration finalement les mouvements terroristes islamistes? Et la Turquie. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est que on a appris que Vladimir Poutine avait reconnu que un des assaillants de l'attentat de Moscou se dirigeait vers la Turquie. Donc c'est plus simplement vers l'Ukraine. Venait, il me semble, de la Turquie aussi. Ou venait de la Turquie, oui, peut-être. Du reste, le gouvernement turc a déclaré aujourd'hui ou hier, mais je crois que c'était aujourd'hui, que deux des principaux terroristes du 22 mars, de ceux qui ont attaqué le théâtre Crocus, le Crocus City Hall à Moscou, avaient passé 15 jours en Turquie, probablement pas pour prendre des vacances, mais plutôt pour avoir des contacts politiques avec des amis à eux, des contacts pour discuter de différentes choses, avant les attentats. Ils sont rentrés le 4 mars, ils étaient rentrés le 4 mars en Russie. En fait, cette situation que vous venez de décrire est extrêmement compliquée à analyser, parce que oui, il y a un axe il y a un affrontement. L'ancien affrontement de la guerre froide Est-Ouest a été remplacé aujourd'hui par un affrontement Nord-Sud, plus exactement Sud-Nord. Le Sud global d'un côté contre un espèce d'Occident global mythifié par la propagande russe. Et dans cet axe, on retrouve les Chinois, les Russes, les Iraniens. Pas les Turcs. Les Turcs sont quelque part entre les deux, essayant de jouer sur les deux tableaux. Mais donc il y a une alliance de fait, c'est incontestable. Mais en même temps, ces trois puissances, en Afrique par exemple, sont concurrentes. Quand la Russie nous chasse du Sahel, enfin chasse la France du Sahel, pour le moment, elle encaisse ses bénéfices ou elle compte les encaisser, et c'est du pur intérêt impérialiste économique, hein. Ce sont les mines d'or, c'est le pétrole, c'est l'uranium, c'est toutes les richesses de l'Afrique que la Russie vise. Mais qui est son principal concurrent? Ce n'est plus nous, les Européens, les Français, on n'y est plus, ce sont les Chinois. Donc cet axe politique qui s'oppose à nous, en fait, est divisé par de profondes fractures. Donc c'est une alliance de circonstances. Elle durera ce qu'elle durera, elle nous fera autant de mal qu'elle peut, politiquement, économiquement et peut-être du point de vue sécuritaire, mais un jour ou l'autre, cette alliance éclatera. Et c'est peut-être pour ça que la Libye, effectivement, est un bel exemple de cette j'allais dire ce balagan en hébreu, de ce mélange. Ce bordel. Oui, merci. Je n'osais pas le dire à l'antenne. Voilà, donc effectivement de ce bordel. Vous l'avez dit en hébreu. Je pense que beaucoup de gens avaient compris. De ce bordel qui a effectivement, pardon pour les téléspectateurs de Tandem TV, hein, mais effectivement de ce bordel qui a en Libye, où on voit bien les trois finalement qui étaient alignés, hein, Turquie, Iran, etc.
etc., finalement, aujourd'hui, sont un peu plus éclatés et on voit bien qu'il y a des appétits et des uns et des autres qui rend la concurrence beaucoup plus rude et beaucoup plus difficile et d'ailleurs qui entraîne par conséquence davantage d'immigration, davantage de densité d'armes, etc. Donc il y a quand même des choses très très négatives qui sont aujourd'hui en Libye. Alors Jérôme, tu voulais poser une question. Ah, Rachel, pardon. Alors moi je voulais justement rebondir là-dessus et vous demander, suite à cette cacophonie, pour pas utiliser des mots un peu Balagan. plus grossiers. Non, balagan, c'est encore ça va. Est-ce que finalement ce ne serait pas une opportunité aussi pour l'Europe, et je parle de l'Europe de manière globale, la France et la Russie, parce qu'on a vu que Macron a lancé un message de soutien au peuple russe, il a bien mentionné le peuple russe, un message de solidarité au regard on va dire de l'aspect des similitudes de cette attaque par rapport au Bataclan que la France a subi aussi. Mais est-ce que ce ne serait pas du coup une opportunité pour peut-être du moins calmer le jeu avec la Russie, d'avoir une espèce de lutte antiterroriste, parce qu'on a vu que finalement la Russie n'est pas à l'abri non plus. Mais écoutez, en France, depuis vendredi soir, surtout depuis samedi matin, sur la chaîne dont je suis consultant, qui est CNews, j'ai à plusieurs reprises expliqué qu'il y avait une opportunité pour Vladimir Poutine, que son hésitation, le fait de désigner l'Ukraine comme étant peut-être le commanditaire était stupide, ça n'a aucun sens, mais que s'il reconnaissait qu'il y avait, que c'était une attaque islamiste, il y a effectivement des mains tendues depuis Washington aussi, depuis Paris, même depuis Londres. Donc il y a toujours moyen pour la Russie d'utiliser, le mot est horrible, mais d'utiliser ce drame pour rentrer, même marginalement, dans le concert des nations. Nous pouvons très bien être en conflit total politiquement avec la Russie sur la question ukrainienne. Nous le sommes et nous le resterons, parce que nous estimons que cette opération russe en Ukraine est une violation du droit international et est inacceptable. Mais nous pouvons aussi dire nous avons des ennemis communs. Et autant nous nous opposerons politiquement sur la question de l'Ukraine, autant nous sommes prêts, d'un point de vue sécuritaire, à nous battre côte à côte avec vous les Russes contre l'islam radical. Du côté de l'Occident, c'est envisageable. Très clairement, pour le moment, du côté de Moscou, c'est une hypothèse qui est rejetée. Il y a d'ailleurs avant de passer la parole à Jérôme, il y a finalement quelque chose qui pourrait, à toute proportion gardée, avoir des similitudes. C'est que même si la Russie est une fédération d'États, et donc avec des États au sud largement musulmans, islamisés, il s'avère qu'en France, ce n'est pas une fédération, mais à l'intérieur de ce pays, nombre de personnes parlent d'une immigration, de personnes sous OQTF, de personnes terroristes qui sont libérées au fur et à mesure et qui se retrouvent un petit peu donc des proies faciles ou en tous les cas des prédateurs aussi peut-être de prochains attentats. Donc il y a peut-être cette similitude qui fait que normalement les services de renseignement devraient s'entendre et pourtant ce n'est pas ce que la Russie a voulu entendre des États-Unis et a voulu entendre de la France, et peut-être la France a-t-elle ici perdu le moyen de se rapprocher de la Russie en étant davantage peut-être plus offensif dans l'échange de renseignements. Alors je pense il y a deux problèmes, il y a un problème sécuritaire et un problème politique. Du point de vue politique, quand la Russie a annexé l'Ukraine en 2014, l'Europe a réagi par des sanctions qui étaient quand même assez limitées, pour ne pas dire assez molles. C'était en 2014. 3 ans plus tard, en 2017, le premier invité international important d'Emmanuel Macron quand il a été élu, ça a été le président Vladimir Poutine, reçu à Versailles en grande pompe, ce qui était un geste d'ouverture. Emmanuel Macron a tenté de garder une relation privilégiée avec la Russie. Après février 2022 et l'invasion de l'Ukraine,
On lui a assez reproché. Emmanuel Macron a encore, pendant des semaines, voire des mois, parlé du dialogue, de la négociation, de la diplomatie et du fait qu'il fallait garder les canaux de communication ouverts avec Moscou. Euh, Cette politique n'a porté aucun fruit, au contraire, on s'est fait traîner dans la boue, on s'est fait, par les Russes, je veux dire, on s'est fait insulter. Humilié, oui. Ça n'a absolument rien donné. Ça, c'est la politique. Il m'est revenu par des camarades qui sont toujours actifs dans la maison dans laquelle je travaillais il y a des années. Il m'est revenu que les services de renseignement français, il n'y a pas très longtemps, quelques jours, 1 ou 2 semaines peut-être, quelques semaines, se sont adressés aux services de renseignement russes directement, puisque les canaux de communication existent, pour leur demander des renseignements sur le passé de suspects potentiels d'origine caucasienne ou centra-asiatique qui étaient présents en France, le plus souvent sous statut de réfugiés politiques. Eh bien, sans beaucoup de surprise, les services russes leur ont répondu poliment, plus ou moins poliment, c'est extrêmement aimable, c'est une bonne question, mais allez vous faire voir ailleurs. Voilà, on ne peut pas à la fois dire à la Russie, je suis prêt à envoyer des troupes en Ukraine et à me battre directement contre la Russie. Je ne discute pas, c'est la position du président, il est chef des armées, il est chef de la diplomatie, il est chef de l'État, je ne discute pas du bien fondé ou pas de cette position. Mais on ne peut pas à la fois dire ça et penser que par une petite porte de derrière ou sur le côté, les services russes vont nous rendre des services. On vit dans un vrai monde où les gens ont de vrais réflexes basés sur de vraies émotions et sur de vrais intérêts. Et manifestement, M. Poutine estime, à tort ou à raison, que son intérêt aujourd'hui n'est pas un rapprochement avec ce qu'il appelle l'Occident global. Jérôme ? Oui, tout à fait. Je voulais vous interroger sur Israël. Après sa visite en Israël, Emmanuel Macron avait lancé l'idée d'une coalition internationale, idée qui avait réjoui un certain nombre de personnes. Et puis cette idée a été quasi immédiatement abandonnée. Je voulais votre avis sur l'opportunité de cette coalition internationale qui avait tout son sens quand on pense à ce qui a pu se passer notamment contre l'État islamique et les raisons de sa non-réalisation. Alors, je suis de ceux qui ont été assez enthousiasmés par cette déclaration d'Emmanuel Macron, qui était la position à cette époque la plus en pointe de soutien et de solidarité et d'empathie avec les Israéliens et avec l'État d'Israël au moment où il avait vécu cette terrible catastrophe du 7 octobre. En même temps, j'étais enthousiasmé, mais j'y ai pas cru une seconde. J'ai cru à la sincérité du président, entendons-nous bien. Mais j'ai pas cru une seconde que cette proposition pouvait être suivie des faits. C'était trop compliqué. Du reste, si on prend la coalition anti-Daesh, dans la coalition anti-Daesh qui a bien fonctionné, il y avait toute une série d'États arabes. Même si les États arabes, je suis pas persuadé que les États arabes, au-delà des problèmes humanitaires qui se posent aujourd'hui à Gaza, je ne suis pas persuadé que les chefs d'États arabes pleurent tous les jours sur le sort du Hamas. Entendons-nous bien, je pense qu'ils sont très très contents qu'Israël fasse ce sale travail et élimine le Hamas. Mais de là à l'afficher publiquement face à leur population, il y a un fossé énorme. Donc déjà, cette coalition internationale, elle aurait été une coalition occidentale. Occidentale. Israël est un pays oriental et en même temps appartient idéologiquement, éthiquement au bloc occidental. Et peut-être en définitive que les résultats auraient été catastrophiques. Parce qu'on aurait de nouveau donné l'image d'un Occident global attaquant un monde musulman mythique. Une croisade du 21e siècle. Global. Pardon ? Quelque chose qui aurait pu ressembler à une croisade du 21e siècle. En tout cas, c'est clairement ce que nos ennemis auraient dit, et c'est clairement ce que les mouvements islamistes, tous, pas seulement le Hamas, mais Al-Qaïda, Daesh, certains régimes, le régime syrien, auraient dit ça. Et ça aurait été, pour ces régimes et pour ces mouvements, un formidable outil de recrutement. Donc voilà, c'était une bonne idée, c'était une idée généreuse, c'était une idée en même temps assez irréaliste. Une question plus personnelle, Claude Moniquet. Vous avez connu pendant quelque temps la vie au kibbutz. Ces gens-là partagent souvent une idéologie de gauche, et voilà que ce sont précisément ceux-là qui ont été attaqués
par le Hamas. Et on le sait d'après les documents qu'on a retrouvés, que c'était bien évidemment volontaire d'avoir à attaquer ces gens qui, finalement, préconisaient la coexistence, etc., qui aidaient d'ailleurs les uns et les autres à aller dans les hôpitaux et qui faisaient travailler d'ailleurs même des Gazaouis au sein des kibboutz. Comment avez-vous ressenti, vous qui avez cohabité avec eux pendant un certain temps, comment avez-vous ressenti le choc du 7 octobre pour ces kibboutz ? J'ai vécu effectivement quand j'étais très jeune, donc malheureusement ça remonte aujourd'hui à plus de 40 ans. J'ai vécu dans un kibboutz magnifique qui s'appelle Yad Mordechai, qui est très proche de Gaza, qui est extrêmement connu en Israël, puisque pendant la guerre d'indépendance de 1948, la résistance désespérée de Yad Mordechai a joué un rôle essentiel pour bloquer la progression égyptienne vers Tel Aviv. Donc mon premier réflexe a été un réflexe de tristesse, de grande émotion, en pensant presque 2 années que j'ai passées là-bas, en pensant aux amis que j'avais eus, en pensant à tout ça. Et effectivement, après, dans un deuxième stade, je me suis dit, oui, on a attaqué les kibboutz comme on a attaqué le festival pour la paix dans le Negev. Mais pour les gens du Hamas, ça fait pas de différence. Que vous soyez de droite, que vous soyez ultra-orthodoxe, que vous soyez dans un kibbutz artsi de la Shomer Hatzaïr comme je l'étais, ou que vous soyez Shalom Arshaf ou ce que vous voulez, vous êtes d'abord un juif. Et un juif est un ennemi. C'est textuellement dans les documents fondateurs du Hamas. Donc pour eux, ça ne fait pas de différence. Je pense alors je connais bien cette gauche israélienne. Je pense cette gauche kibbutznik, je veux dire, israélienne. Je pense que ça a été un choc humain incontestable pour les kibbutzniks. Je suis pas sûr que c'était une surprise, parce qu'il y a quand même une grande différence entre la gauche israélienne et la gauche européenne. C'est que la gauche européenne est pacifiste, bobo, gentil, bisounours. Tout le monde se rappelle qu'à l'époque, le kibbutz représentait une force importante en Israël. Il fournissait à peu près 40% des pilotes de chasse, un nombre important de cadres du Mossad, du Shin Bet, de Tsahal. Il y a un engagement. On peut être un homme de gauche israélien et être profondément patriote et être prêt à défendre son pays, les armes à la main. C'est peut-être moins sûr en Europe. Rachel, tu voulais poser une question ? Oui, alors justement, à propos du traitement de l'information suite au 7 octobre concernant Israël, vous avez aussi, donc j'ai lu un petit peu votre parcours et vous avez travaillé pendant de nombreuses années pour des journaux et pour les médias. Et je dois dire que peut-être naïvement, j'ai été vraiment surprise et attristée, c'est un mot faible, de la façon dont les médias francophones et européens de manière générale traitent l'information quand il s'agit d'Israël. Et je voulais savoir, en fait, avoir votre avis là-dessus, vos 2 centimes là-dessus, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment choquée. J'ai ressenti, et on est nombreux ici en Israël à ressentir cela, une espèce de censure des faits, une censure de la réalité, et une censure ou un souhait de vouloir finalement atténuer la violence, nettoyer, laver un petit peu et préserver quelque part l'image des Palestiniens, l'image du Hamas aussi. Et je voulais avoir vraiment votre avis là-dessus, du traitement de l'information. Je serais moins sévère que vous avec la presse française. Il me semble que globalement, dans les premiers jours en tout cas, globalement, la presse française a réagi avec une certaine empathie. Alors, plus on se déplaçait de la gauche vers la droite de l'échiquier médiatique, plus cette empathie était importante. Ça, c'est très évident. Et surtout, à gauche, elle a très vite disparu. Idem pour les dirigeants politiques européens, où quand même, très rapidement, immédiatement, les condamnations sont tombées et ont été très sévères. Mais ce qui m'a non pas surpris, mais ce qui m'a attristé, c'est la réaction de la rue en Europe. Alors, c'est une rue qui était investie par l'extrême gauche,
qui est investi par les islamistes, mais les premières manifestations en France, dites pro-palestiniennes, mais qui en fait étaient des manifestations pro-Hamas, parce qu'à aucun moment ces gens n'ont condamné les massacres du 7 octobre. Ils répétaient à l'envi leurs slogans stupides et génocidaires. La Palestine doit être libre du fleuve à la mer, sans d'ailleurs savoir très bien où était le fleuve et quelle était la mer. Hein. Bon, c'est souvent le problème, malheureusement. Pardon ? C'est souvent le problème de ces gens-là. C'est souvent le problème. Mais la première manifestation, si je me souviens bien, en France, elle a eu lieu à Lyon, et ça devait être le 11 ou le 12 octobre, 4 jours après le massacre. J'ai presque envie de dire, les cadavres n'étaient pas encore froids. Et en tout cas, on ne les avait pas tous trouvés. Et en tout cas, on les avait pas tous identifiés. Et déjà, vous aviez dans la rue des gens qui disaient « ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est un acte de résistance ». Et ça m'a même pas attristé. Ça m'a profondément dégoûté. Et l'opération, effectivement, me rappelle, Jérôme, l'opération à Gaza, l'infanterie n'était pas encore rentrée dans Gaza. Donc, il y avait des bombardements. Mais là où je me rapprocherai quand même de ce que là où vous interpellez un petit peu Rachel, tout, c'est sur le fait que même dans la sémantique, on voit ça évoluer. Au début, même sur CNews, on parlait de mouvements terroristes du Hamas, et puis maintenant, on voit apparaître finalement ce bandeau de l'AFP, le gouvernement de Hamas qui se félicite, etc. Le ministère de la Santé du Hamas qui donne les chiffres, etc., etc. Donc il y a un glissement qui semble presque inéluctable et qui me semble en tous les cas être nocif parce que tranquillement il installe ce climat, cette atmosphère, cette espèce de Hamas atmosphère que il y a quand même des Palestiniens qui souffrent et que le Hamas, ils sont aussi palestiniens, et que si le Hamas est palestinien, alors le Hamas est aussi un peuple qui souffre. Hein. Je fais un sophisme facile, mais voilà, il me semble voir ce glissement-là. On a le sentiment, si je peux poursuivre l'idée d'Avi, que le Hamas est une bonne victime. Contrairement aux Juifs du 7 octobre qui n'étaient pas une bonne victime. Je partage votre avis sur une série de médias. Je ne peux pas laisser dire ça sur CNews pour des raisons très, très, très claires. Je n'appartiens pas à la rédaction, mais je suis consultant chez eux depuis 10 ans, je les connais bien. Le langage, il peut y avoir parfois effectivement dans les synthés, en dessous des images, on peut parler du ministère de la Santé, mais c'est le Hamas, enfin, tout le monde le dit, c'est le Hamas lui-même qui présente ce ministère comme étant un ministère de la Santé. Dans la présentation des faits par les experts, par les consultants, par les journalistes de CNews, le langage n'a absolument pas changé. Et le Hamas est toujours traité comme une organisation terroriste, on rappelle toujours le massacre du 7 octobre comme étant le déclencheur de la guerre. Maintenant, il y a un autre problème qui est celui qu'effectivement, on ne peut pas le nier, il y a une souffrance palestinienne. Je parle de celle des civils, je ne parle pas des gens du Hamas. Et personne ne peut être indifférent à la souffrance. Donc, effectivement, en plus, le Hamas, comme toutes les organisations palestiniennes depuis toujours, ont un talent très particulier pour mettre en scène le martyre de leur population qui nourrit leur idéologie et qui est un puissant moteur à la fois de recrutement chez les Palestiniens, mais aussi de conviction des milieux de gauche européens. Mais cette souffrance existe. Je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a un problème du 7 octobre et du Hamas. Le 7 octobre est un pogrom qui a été commis par une organisation islamo-fasciste qui est et antisémite. Et il y a un problème politique israélo-palestinien qu'un jour ou l'autre, il faudra régler. Le reproche que je fais aux médias, mais pas à CNews de nouveau, c'est de mélanger les deux. On peut très bien avoir... Moi, vous l'avez dit, j'étais dans un kibboutz qui est un kibboutz artsi. J'étais proche de ce qu'on appelait en Israël le camp de la paix, je suis toujours. Je suis peut-être naïf, mais je suis toujours. Je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra une solution à 2 États pour régler ce problème. C'est mon point de vue politique.
Mais ça m'empêche évidemment pas de dire cette solution aux deux États, elle ne peut se faire que en dehors du Hamas, qui doit être détruit, parce que le Hamas est une organisation islamo-fasciste, en dehors du FPLP, qui a participé au massacre du 7 octobre, même marginalement, en dehors de tous ceux qui ont trempé leurs mains dans le sang. Alors, je pense qu'on peut dire les deux. On peut dire les deux. Claude Moniquet, deux choses. D'abord, alors là, je voudrais souligner la tenue, les propos qui sont tenus sur le plateau de CNews, qui est absolument, en tous les cas, exemplaire de déontologie journalistique, et ça, je voudrais le préciser très juste. Non, je parlais des bandeaux, effectivement, qui semblent effectivement être ceux de l'AFP, et qu'on ne corrige pas, donc on voit bien derrière la présence de ces médias mainstream, comme on dit, qui finalement donnent une information et qui n'est pas corrigée. Donc voilà, ça c'est pour dire effectivement que merci à CNews, en tous les cas, et d'abord ce rappel des otages français en particulier, mais aussi de tous les otages, et qu'il faut attendre la libération. Donc ça c'est acté. Mais la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que il y a dans cette espèce de climat, d'atmosphère, on parlait de djihad d'atmosphère, il y a quelque chose qui est très 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 gênant. C'est qu'on a du mal aujourd'hui à voir émerger un langage suffisamment clair, suffisamment fort pour que une communauté juive, des citoyens français comme les autres, puissent se sentir suffisamment rassurés par l'exécutif, par leur environnement, pour pouvoir éviter d'enlever les mezouzotes du linteau de leur porte, d'envoyer leurs enfants à l'école, et j'allais dire presque de se voir confinés, comme dans un attentat terroriste, confinés dans leur quant à soi, dans leurs institutions. Si je me rends vendredi à la synagogue que je fréquente parfois, je passerai par des contrôles de police. On s'est habitué à ça. On s'est habitué à ça en Europe. On s'est habitué à ce que nos écoles, la communauté est protégée, doit l'être. C'est pas seulement le cas en France ou en Belgique. Regardez l'Angleterre, qui n'est pas où il y a une déferlante antisémite depuis le 7 octobre. Enfin, elle était déjà présente avant, mais surtout depuis le 7 octobre. On a en Europe, et nous le disons depuis, quand je dis nous, beaucoup d'entre nous, des experts, des journalistes le disent depuis des années quand même, nous avons en Europe un antisémitisme historique qu'on connaît tous, dont on connaît tous l'histoire et dont on connaît l'aboutissement épouvantable pendant la Shoah, mais qui s'était calmé après la guerre pour des raisons évidentes. Et qui a pendant des années fonctionné à bas bruit. Il existait toujours. Hein. Il y a toujours un antisémitisme historique, français ou autre, mais à très très bas bruit. Le conflit israélo-palestinien et l'influence prise par les Palestiniens sur l'extrême gauche et la gauche européenne dans les années 60 et 70 a favorisé de concert avec le fait que nous importions à cette époque des main-d'œuvre immigrées venues pour la plupart de pays arabo-musulmans. Tout cela a favorisé l'apparition de ce qu'on appelait le nouvel antisémitisme, qui est un antisémitisme d'importation. Et c'est celui-là essentiellement. Aujourd'hui, c'est pas l'Action française qui va faire des tags sur les synagogues. Il y a peut-être un ou deux excités qui le font. J'ai vu qu'ils avaient affiché des portraits de Pétain dans une université en France hier. Je parle de l'Action française. Il y a toujours un ou deux fêlés. Mais les actions antisémites, les agressions antisémites, les slogans, les tags, etc., c'est clairement de l'antisémitisme importé. Et face à cet antisémitisme importé, d'abord, il a été nié par certains. Il est nié par M. Mélenchon et par l'extrême gauche, la France insoumise, qui s'est déshonorée totalement déshonorée depuis le 7 octobre. À tel point même qu'au sein même de LFI, il y a des gens aujourd'hui qui sont dans une colère noire contre leur direction. Mais le gouvernement a tenté de réagir.
trop tard, mais je pense sincèrement. La France, rappelez-vous, de nouveau Emmanuel Macron a été le premier, et je pense à ce jour le seul chef d'État et de gouvernement européen à déclarer publiquement et à plusieurs reprises que l'antisionisme était une forme d'antisémitisme. Je ne connais pas d'autres chefs de gouvernement ou d'État en Europe qui l'ait dit. Alors après, les actes doivent être mis en conformité avec cette pensée. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. En tous les cas, Claude Moniquet, c'est vraiment rassurant pour nous que d'entendre votre voix. En plus, une voix depuis la Belgique, dont on sait que ce n'est pas toujours facile. Je lis de manière régulière ce que dit le CRIF, l'équivalent du CRIF belge, et ce n'est pas facile que de rentrer dans des villes, dans des écoles, comme vous le disiez, dans des endroits par des sas de sécurité, etc. Donc, il est vrai que c'est un véritable exercice, mais enfin pour un ancien agent comme vous, ça c'est quand même peut-être plus facile que pour d'autres, mais en tous les cas c'était vraiment d'une grande pertinence que de vous avoir ici sur Tandem TV. Pour nos téléspectateurs, j'en suis sûr aussi, que de vous entendre parler aussi sagement, de manière aussi équilibrée, et de nous dire effectivement ce qui est la réalité du monde du terrorisme, mais aussi du monde du contre-terrorisme, et que peut-être il y a des expériences à retirer de tout cela pour que nous puissions, comme vous le souhaitiez, finalement depuis vos années au kibbutz, eh bien, cheminer vers la paix. Juste une petite précision, sachez qu'en Israël, un dernier sondage met les Israéliens toujours à 82% pour avoir la paix, alors que le même sondage parlait en Judée-Samarie, par exemple, de 64% qui étaient effectivement pour le Hamas, qui étaient pour la guerre contre les Juifs. On n'est pas encore sorti, nous, sur le local, de cette dispute. Il y a encore du chemin pour aller sur la voie de la sagesse, comme vous le préconisez. En tous les cas, merci Claude Moniquet. Merci à vous, merci pour votre accueil et merci pour vos questions. Merci.